Alors, évoquons, si tu le veux bien maintenant, le cas MAF-Vie. Dans ce cas, on a un responsable, Francis Gauthier, qui est le responsable des conseillers financiers de MAF-Vie, donc ils vendent de l'assurance vie. Il a utilisé ta méthode, ton approche, de manière plutôt brillante, puisqu'il a réussi en 14 mois à transformer avec succès son unité. La question que je me pose, après avoir considéré cette belle action réussie, concerne les managers en général. Est-ce que, d'après ton expérience, les managers aujourd'hui que tu côtoies dans les entreprises, middle management, top management, ont acquis les compétences humaines, celles que ton modèle décrit, qui leur permettraient d'être aujourd'hui plus efficaces, plus à l'écoute de cette dimension humaine du changement qu'ils ne l'étaient autrefois? Est-ce qu'on a progressé dans ce domaine? Alors, j'aurais tendance à dire intellectuellement, sans doute. On a aujourd'hui une génération de managers qui a été formée dans des écoles de commerce, qui a lu, qui fait partie d'associations professionnelles. La gestion du changement n'est plus un thème inconnu, je dirais, comme ça l'était peut-être il y a 50 ans ou il y a 40 ans. Donc, tous ces gens ont vécu des séminaires de change management, de leadership, de vision, etc. Donc, c'est clair que j'aurais tendance à dire intellectuellement, ils sont équipés. Et je rencontre très souvent dans la vie des organisations, je viens de terminer une intervention dans une boîte d'ingénieurs en particulier, où je suis très impressionné par la culture managériale de ces ingénieurs. Alors, la question qui se pose est plutôt la question de savoir dans quelle mesure une vision polyphonique résiste-t-elle à la pression de la vie de l'organisation. Quand je parle de cela, je veux dire par exemple la pression d'un conseil d'administration. Alors là, les conseils d'administration, là, il y a encore quelques étapes à franchir avant qu'ils soient bien équipés intellectuellement sur ces questions. Et le conseil d'administration, lui, il va pouvoir imposer de manière extrêmement brutale des réorientations, des décisions, je dirais, uniquement unilatérales. Et donc, juste pour illustrer le propos, j'ai accompagné par exemple dernièrement une entreprise française d'ailleurs d'origine qui était en pleine transformation digitale et où l'enjeu pour de jeunes ingénieurs du middle management était de se dire essayons vraiment d'en faire un exemple à l'intérieur du groupe où non seulement on est à la pointe sur le plan technologique, mais où on a essayé de porter le modèle avec les organisations syndicales, avec les membres de la hiérarchie intermédiaire, avec les différents interlocuteurs. Donc, il ne le disait pas tel quel, mais faisons de la polyphonie, si vous voulez. Et donc, il y a tout un travail que nous avons accompagné avec mon équipe, qui a commencé à se faire, avec tous ces ingénieurs qui étaient très, je dirais, pétris de bonnes intentions, voulant se lancer vraiment dans une implication tous azimuts de l'ensemble des parties prenantes. Ça a duré 6 ou 7 mois. Et puis à un moment donné, la fin de la récréation est venue du conseil d'administration en disant « Attendez, on ne vous demande pas de faire ça, on a décidé d'outsourcer, d'externaliser le processus en Pologne. Donc finalement, ce qu'on avait pensé faire ici, on ne le fera pas et le processus s'arrête. » Alors quand vous devez récupérer après ça une équipe qui s'y est donnée sincèrement et qui était prête à jouer le jeu, vous pensez bien que ça fait pas mal de dégâts. Et des exemples comme ça, j'en ai un certain nombre à donner, ce qui montre donc que par rapport à la question que tu poses, je crois que intellectuellement, on a bien une évolution par rapport à il y a certaines années, mais la dynamique de la vie des organisations, le poids des actionnaires et des réorientations brutales qui peuvent être imposées au cours des affaires, fait en sorte que la probabilité d'un modèle polyphonique n'est pas encore extrêmement élevée dans la vie des entreprises.
Alors précisément, c'était une autre question que j'avais en tête par rapport à ce style de management polyphonique. Tu as identifié dans cet exemple une cause principale, centrale, qui est la brutale réorientation par le conseil d'administration de ce qui avait été décidé finalement jusque-là. Est-ce que tu verrais d'autres causes à ces résistances des entreprises à une évolution vers le style de management polyphonique? Alors oui, la cause la plus fréquente, qui m'est d'ailleurs souvent objectée quand je fais des interventions sur ce thème, c'est évidemment le temps, la dimension temporelle. On m'écoute poliment et puis on dit, mais écoutez monsieur, si vraiment il faut prendre son temps pour écouter l'ensemble des parties prenantes, les aider à problématiser, c'est-à-dire à s'approprier finalement l'objet du projet de changement, éventuellement à redéfinir l'objet du changement conformément à ce qu'ils voient sur le terrain, etc. C'est des processus dont on ne peut pas se permettre, d'accompagner. Et nous avons des contraintes temporelles très strictes, nous avons des comptes à rendre, et donc c'est très souvent l'objection qui m'est présentée. Et à quoi je réponds, attention, le temps que, entre guillemets, vous perdez ici, vous le gagnez plus tard. Hein. Et la question, c'est, voilà, je viens d'accompagner par exemple une grosse fusion qui se passe extrêmement mal, et là, on m'appelle plutôt en sapeur-pompier après, en disant, bon, bah, écoutez, aidez-nous quand même à essayer de ramasser les morceaux et à essayer de faire quelque chose. Mais malheureusement, il est trop tard. Hein. Donc je crois que le temps que l'on gagne, enfin que l'on passe plutôt à mettre en place ce modèle, est en fait du temps gagné pour la suite. Je crois qu'une autre cause, alors on va peut-être dire que je suis très agressif à l'égard des sociétés de conseil, mais je dois bien avouer que je les vois très souvent à l'œuvre dans la vie des organisations. Je vois très souvent leur tendance, on en a parlé en début d'entretien, à la pensée planificatrice. Et donc, très souvent, on a des équipes managériales qui expriment elles-mêmes des réticences par rapport au modèle que leur apportent les sociétés de conseil. Mais bon, puisqu'on a décidé de faire avec eux, on suit le mainstream, le courant, et puis quand vous les rencontrez, ils disent oui, on sait bien que ça ne va pas marcher, on sait bien qu'il va y avoir des réticences, on sait bien qu'il va falloir reconstruire après, heureusement qu'on est là pour donner du sens malgré tout, etc. etc. Donc ils font d'une certaine manière du management polyphonique par défaut dans un mainstream qui est porté par des sociétés de conseil. Donc voilà quelques causes qui me semblent importantes. Alors, un dernier point, si j'ai encore le temps, je pense qu'aujourd'hui, avec la transformation digitale dans laquelle toutes les organisations sont en train de s'embarquer, je suis vraiment frappé du fait qu'elles sont extrêmement prudentes. Alors, on a tous les discours prophétiques sur l'avenir des compétences avec l'intelligence artificielle, les destructions d'emplois, l'apparition d'emplois, etc. Et puis, quand on va dans les entreprises, on le fait beaucoup pour l'instant avec entreprises et personnels, où on va chez nos adhérents et où on se rend compte que c'est plutôt la prudence qui est de mise. On y va par essai et erreur, on fait une petite expérimentation, on va voir ce que ça donne, on va évaluer, se donner le temps. Et donc on a vraiment un très grand décalage entre l'espèce d'hypermédiatisation de ces grandes révolutions technologiques et la façon que j'aurais tendance à qualifier de polyphonique, incrémentale, progressive, etc., dont les entreprises s'embarquent dans l'aventure de la transformation digitale.